Il y avait ce savoir-faire qu'on a perdu au fur et à mesure de la globalisation. Je trouve que l'urbanisme, c'est quand même, il y a plein de choses pour le résumer, c'est la manière de défendre le bien commun face à des intérêts particuliers. À l'opposé de ce qui se passe dans les pays européens, c'est que les villes évoluent de façon incontrôlée. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une septième saison de table ronde urbanisme en francophonie. Cette table ronde est consacrée aux villes francophones face au changement climatique au pluriel, organisée à l'initiative de l'Association internationale des maires francophones, réseau de 300 villes et associations de villes de l'espace francophone, en partenariat avec l'Ordre national des urbanistes au Cameroun, le réseau APERO, Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, et le laboratoire de géoarchitecture de Brest, situé à l'Université de Bretagne occidentale. Je suis Diallo Adamadian, ingénieur d'études en charge du suivi du programme Urbanisme en francophonie, lequel est piloté par l'IMF, et je vous remercie pour votre présence à ce premier webinaire sur le thème Mobiliser les intelligences locales, un défi pour le XXIe siècle. Vous le savez, cette année marque les 10 ans des accords de Paris qui ont officialisé la place des villes dans la lutte contre le dérèglement climatique. 10 ans après, il est temps de dresser un bilan des actions menées par les collectivités francophones. Les villes consomment plus de 75% de l'énergie mondiale et elles sont responsables de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont donc à la fois les principales émettrices et les premières exposées aux conséquences du changement climatique. Les impacts du dérèglement climatique se manifestent chaque jour à toutes les échelles, telles que la perte de la biodiversité, les catastrophes naturelles, les dégradations des conditions de vie, avec des conséquences d'autant plus lourdes pour les populations les plus vulnérables. Dans ce contexte, ces webinaires s'inscrivent dans les débats préparatoires de la prochaine COP à Belém, en rappelant le rôle essentiel des villes dans l'action climatique. Ce thème recouvre plusieurs objectifs: montrer la place des villes pour entretenir durablement et équitablement une planète aux ressources limitées, discuter des différents modèles de développement qui sont entrés en compétition, et enfin explorer les leviers d'action des villes. Je remercie l'ensemble des membres du comité qui travaillent avec nous à la réalisation de ce webinaire et de cette table ronde en règle générale. Monsieur Frédéric Vallier, délégué général de l'AIMF, Monsieur Jean Yango, Monsieur Lionel Prigent, Monsieur Alain Bourdin, Madame Christiane Blanco, Madame Christine Auclair, Monsieur Luc Nakadia, Monsieur Sylvain Allemand, journaliste et modérateur de ces webinaires, et Monsieur William Gouzien, technicien. Chaque webinaire dure 1h15, comprenant une courte introduction de ma part. Nous poursuivrons cette fois-ci avec la présentation d'un poster intitulé La végétation en ville dans un contexte de changement climatique. Quelle forme prendra la ville de N'Djamena au Tchad d'ici 2050 par Sigmund Patuki Bourdané, urbaniste aménagiste au centre Servida, que je remercie bien sûr. Puis un débat entre les intervenants, que je remercie également. Tout au long de cet échange, vous pourrez poser vos questions via l'onglet questions-réponses en bas de votre écran et Monsieur Sylvain Allemand se chargera de les transmettre à nos panélistes. Enfin, Monsieur Jeannot Melchior Kadja, urbaniste, doctorant en développement urbain et consultant en urbanisme, proposera une synthèse des échanges. Pour rester informé de l'actualité, n'hésitez pas à rejoindre les groupes Urbanisme en francophonie sur LinkedIn et Facebook. Et sans plus attendre, découvrons ensemble la présentation du poster qui illustre déjà les conséquences du changement climatique à N'Djamena. Excellent webinaire à tous, bien sûr. Bonjour chers participants. Dans le cadre de ce premier webinaire Urbanisme en francophonie, nous avons l'immense plaisir de vous présenter notre poster dont l'équipe est constituée moi-même, Signon, François, de Blondel Asrom, de Estelle et de Séverine, tous étudiants au Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique. En effet, au cours de ces dernières années, de nombreuses études ont été menées sur l'impact du changement climatique dans les zones urbaines. D'ici à 2050, plus de 68% de la population vivra en ville. La ville de N'Djamena, capitale du Tchad, se caractérise par un boom démographique qui exerce une forte pression sur la végétation, déjà elle-même menacée par le réchauffement climatique. Pour faire face à ces défis, il est essentiel d'intégrer la végétation en ville afin de favoriser la résilience urbaine et aussi de préserver la santé des populations. En problématique, il faut savoir que le changement climatique et l'urbanisation non planifiée entraînent la dégradation de la végétation dans la ville de N'Djamena. Celle-ci a pour conséquence, n'est-ce pas, des vagues de chaleur, des inondations, des sécheresses, aussi bien que la pollution de l'air. Notre zone d'étude est la ville de N'Djamena au Tchad,
Et comme outil méthodologique, nous avons adopté une méthodologie basée sur deux données qualitatives, sur les données qualitatives aussi bien que quantitatives, et ces données collectées ont été traitées pour nous donner des résultats voyants qui se présentent comme suit. On observe sur la figure ci-dessous une diminution significative de la végétation au profil des espaces urbanisés, soit 4 953 hectares en 1983 à 2 517 hectares en 2023. Et comme possible réduit dans la ville de N'Djamena, nous avons une régression continue des espaces végétalisés, passant de 2 517 hectares en 2023 à 4 444 hectares en 2050 et peut même carrément disparaître d'ici 2063. Nous avons aussi une hausse continue de la température annuelle atteignant 2,1 degrés Celsius selon le scénario RCP 8.5. Comme solution, végétaliser la ville de N'Djamena, c'est de l'adapter au changement climatique. Et les figures ci-dessous, la figure 13 montre la ville de N'Djamena sans un plan de végétalisation et celle 14 à côté montre la ville de N'Djamena avec un plan de végétalisation. Et pour parler, n'est-ce pas, aussi à certains défis, des propositions d'aménagement ont été faites. Donc, vous pouvez voir à gauche les avant et à droite l'espace après aménagement. En guise de conclusion, nous pouvons dire que la croissance de la ville de N'Djamena exerce une pression sur la végétation déjà menacée par le réchauffement climatique. Végétaliser N'Djamena, c'est l'adapter aux effets du changement climatique. Comme l'affirme David Loli, on remarque qu'en végétalisant la ville, les températures ambiantes chutent. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous restons ouverts à vos questions, suggestions pour améliorer la qualité scientifique de notre travail. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Singnon Patouki Bourdanais et à ses camarades qui nous font rentrer dans le vif du sujet à travers des initiatives locales menées dans la ville de N'Djamena. Nous pourrions nous y attarder et demander à nos panélistes de réagir à ce qu'ils ont entendu. Ils auront l'occasion de le faire, mais si vous le voulez bien, d'emblée, nous souhaitons élargir le spectre des exemples, des illustrations, en vous faisant aller du côté du Bénin, à la ville de Wessé exactement, où nous attend son maire, M. Ibidem Firmin Akpo. Merci beaucoup, M. Akpo, d'avoir pu vous rendre disponible pour Merci beaucoup. ce webinaire. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, nous pourrions vous interroger sur ce que vous faites vous-même dans cette commune de Wessé, mais il y a une autre initiative que vous avez portée dans le cadre de l'Association nationale des communes du Bénin, dont vous présidez l'une des commissions en charge justement du changement climatique. Cette initiative consiste en une maison du climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la base d'une illustration avec laquelle vous êtes venu? Merci à William d'ailleurs de la projeter, cette illustration. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie tous les panélistes et les organisateurs de ce webinaire. Par rapport à la maquette qui a été projetée, c'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, portée par son président, M. Lucas Atropo, qui a réfléchi et a trouvé qu'il faudrait qu'au niveau de notre pays, le Bénin, nous puissions avoir un répondant national pour parler du climat au niveau des communes. Puisque à la date d'aujourd'hui, on sent que tous les enjeux climatiques se passent au niveau des communes, mais il y a très peu de visibilité des initiatives et des actions climatiques au niveau des communes. C'est par rapport à ça que la NCB a pris cette initiative et a voulu partir des matériaux locaux pour pouvoir concevoir cette architecture qui nous a été projetée ici. Donc voilà un peu l'origine de l'initiative. Et comme votre première question, au niveau de la commune du Bénin, ce n'est pas seulement au niveau de Wessé seul, nous faisons l'effort de pouvoir mener des actions qui vont dans le sens aussi bien de l'adaptation ou bien de l'atténuation aux effets des changements climatiques. Maintenant, de façon plus précise, notre objectif, c'est de pouvoir reverdir les villes, les centres-villes, les grandes agglomérations au niveau de nos communes. C'est quel effort nous devons faire pour qu'on puisse vraiment respirer vert.
Et l'initiative qui a été encouragée par l'NCB, c'est qu'au niveau de chaque lotissement, c'est-à-dire ce que nous appelons les remembrements urbains, que les communes puissent prévoir des zones à reboiser. Et là, on va les appeler des reboisements urbains, des plantations urbaines qui vont servir un peu de cadre pour pouvoir recueillir tout ce qui est euh, gaz carbonique. Alors, si vous le permettez, revenons quand même un peu en arrière. On imagine, on va y revenir sur ces Oui, initiatives que vous illustrez à travers d'autres visuels. On y reviendra. On imagine au passage combien l'intervention des étudiants a pu vous intéresser puisque ils se sont saisis de la problématique de la végétalisation. Mais je souhaitais encore un mot sur cette magnifique maison du climat, alors dont on devine qu'elle en est encore au stade de projet, mais un oui. projet bien avancé et qui est à l'image qui met en pratique une démarche écologique au sens où elle est constituée à partir de matériaux Matériaux biosourcés. locaux, C'est oui. bien ça? Donc, je disais que cette maquette qui est présentée ici est faite à base des matériaux locaux. Vous allez voir les terres cuites, les toitures qui sont faites avec les matériaux qui ont été fabriqués sur place. Et à l'intérieur, nous avons pensé qu'il serait intéressant de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, documenter tout ce qui est climat au niveau des communes. Donc, l'idée, c'est que nous allons partir des matériaux du terroir pour pouvoir faire la promotion des actions climat au niveau du Bénin. Et là, cette maison qui est en projet sera la vitrine. Elle sera construite au cœur de Cotonou, mais ça va servir pour toutes les 77 communes que compte le Bénin. Alors, ça sera bien plus qu'une vitrine, puisque ça sera aussi, je reprends les termes que vous avez utilisés en amont lors de la préparation de ce webinaire, c'est un levier pour capter de nouveaux financements Exactement, oui. au plan national, voire même Et international. international, oui. C'est ça. Alors, elle va être la vitrine d'initiatives locales. Vous êtes venu avec deux autres visuels qui illustrent comment le type d'initiative que vous portez, que vous promouvez à travers cette maison du climat. Je vous laisse commenter ces images. C'est une initiative qui portait sur la production de charbon locaux. Vous pouvez peut-être Oui, anticiper. je pense qu'au nombre des actions à promouvoir par la Maison du Climat, il y a d'abord que au niveau de chaque commune, nous devons accompagner les communes à élaborer leurs plans communaux d'adaptation au changement climatique et puis tous les outils qui sont liés au climat. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir accès à certains financements, ces outils-là sont exigés. Même au niveau national, pour bénéficier de certaines aides de l'État, si vous n'avez pas le plan climat d'énergie, le plan climat d'énergie territorial, vous ne pourrez pas accéder à ce type de financement. Donc, à travers ces différents plans, il y a des actions qui seront initiées, qui seront planifiées. Au nom de ces actions, c'est que les communes doivent faire la promotion de la fabrication du charbon qui valorise le bois, c'est-à-dire que on utilise très peu de bois pour sortir et pour produire beaucoup de charbon. On utilisera peut-être d'autres matériaux comme les résidus de récolte pour pouvoir produire également du charbon. Tout ça là, va réduire la pression sur la forêt et sur les ressources naturelles. Donc, autrement dit, à travers ces actions, cette diapo qui est projetée, nous avons vu une nouvelle Casamançaise qui a été promue au Sénégal, mais qui est actuellement déportée vers le Bénin ici. Et c'est ça qui est promu au niveau des différentes communes pour pouvoir limiter la pression sur les forêts en matière de fabrication de charbon. Parce que Avant Avant d'en venir au deuxième visuel, arrêt sur image sur ce que vous venez de dire à l'instant. Donc, vous ne vous interdisez pas d'importer des initiatives locales déployées dans d'autres pays, mais avec le souci de les adapter au plus près du contexte local des communes engagées dans la maison du climat. Exactement, oui. Exactement. Comme l'exemple de la Casamance et même dans d'autres pays, s'il y a des technologies, on est aussi prêt à pouvoir tirer le son de ça. Et même la Maison du Climat, peut-être si je dois le dire en introduction, on a vu dans la documentation qu'il y a une initiative qui se passe en allemand, dans la ville je crois que c'est Bremerhaven, qui a déjà une initiative d'une Maison du Climat. C'est vrai que cette Maison du Climat est un peu différente de la nôtre, puisque nous, on l'a adaptée aux réalités locales. La Maison du Climat que nous avons vue dans la documentation, c'est une maison qui retrace un peu
tout ce qui se fait en matière de climat dans cette ville-là et décrit les liens séculaires qu'il y a entre les hommes et puis le climat. Dans notre contexte ici, c'est pour ça que nous avons tiré sur les pour dire que nous devons veiller également à la documentation des informations climatiques au niveau de chaque commune. Parce que quand on va, on n'arrive pas à voir un peu depuis longtemps quelles sont les initiatives qui ont été prises. Où est-ce que nous en sommes par rapport à ces initiatives? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir améliorer en matière d'initiatives prises? Je pense qu'en faisant une documentation commune par commune à la Maison du Climat, les actions pourront mieux porter et on est sûr qu'on pourra vraiment aller loin. Surtout les jeunes que les jeunes que nous voulons former à travers cette initiative, les jeunes de toutes les communes qui seront formés à travers cette initiative pourront continuer et dupliquer ces actions-là au niveau de leurs communes respectives, au lieu que tout soit concentré dans la grande métropole qu'est Cotonou. On est sûr d'impacter toutes les communes, puisque les questions climatiques ne sont pas des questions isolées, c'est des questions de tout le monde, des questions de toute la planète. Et on se dit, ce serait très intéressant de prendre en compte tout le pays pour que nous puissions vraiment être sûrs que ces actions-là vont porter les fruits escomptés. Donc voilà un peu par rapport à cette première question ce que je pourrais dire. Alors, avant de partir du côté de Dubaï, hein, vous constaterez qu'à l'AIMF, on aime comment élargir le spectre, aller traiter de tous les cas de figure, y compris les plus extrêmes. Encore un commentaire, cette fois sur l'autre visuel avec lequel vous étiez venu et qui illustre la diversité des initiatives que vous portez, que vous accompagnez. Alors, voilà. C'est une illustration de pépinière. Voilà, c'est ça. Un mot, monsieur le maire? OK. Donc, comme l'illustre cette diapo, c'est un peu ce qui se passe au niveau de certaines communes au niveau, dans le Bénin. Au niveau de certaines communes, nous avons l'obligation de pouvoir encourager la mise en terre des plants aussi bien fruitiers que forestiers. Et pour pouvoir réussir cette opération, les mairies financent des pépiniéristes qui préparent la campagne de reboisement. Cette année, par exemple, la campagne a démarré le 1er juin dernier, c'est-à-dire c'est le 1er juin qu'officiellement on lance la campagne de reboisement. Et les communes mettent à la disposition des populations et puis des groupements qui veulent vraiment planter ces plants qui sont produits par les pépiniéristes. Mais moyennant une contrepartie, c'est-à-dire parfois on demande que le planteur apporte 10%, parfois 20%. Et on tient également compte du genre ou bien des jeunes pour que ceux-là aient une plus faible contribution à apporter. Cette année, par exemple, dans la ville de Ouessé, nous avons beaucoup plus reboisé les réserves administratives qui sont situées en plein cœur de la ville à travers ces pépinières qui ont fourni des plants. Et les plants que nous avons utilisés, c'est beaucoup plus des plants de Caia sénégalensis, les plants de Auriculoformis, Acacia auriculoformis et de Mélina arborea qui ont été mis en terre dans la zone de la réserve, des réserves administratives au niveau de la commune de Ouessé. Beaucoup de communes également ont fait comme ce que je viens de dire tout à l'heure, comme la commune de Lokossa, les communes de Parakou, de Perere et j'en passe. Donc voilà un peu le commentaire que je peux faire par rapport à cette diapo. Voilà. Et toute cette initiative sera maintenant capitalisée par la Maison du Climat qui est en gestation. Et avec l'idée de mutualiser et de permettre aux acteurs locaux d'échanger comment leur expérience sans verser dans un seul et même modèle transposable en toute circonstance. Exactement. On reviendra vers vous, bien évidemment, monsieur le maire. Poursuivons notre tour d'horizon en partant, bien évidemment, virtuellement du côté de Dubaï. Alors, y retrouver Sami Ibrahim. Je dis virtuellement parce que Sami Ibrahim, vous êtes actuellement en France, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, vous êtes urbaniste, docteur en urbanisme de l'école d'urbanisme de Paris au sein de l'université Gustave Eiffel et vous avez rejoint il y a quelques années un cabinet de conseil en urbanisme cyclable basé en France et vous pilotez des projets de mobilité active à l'échelle locale ou internationale. Mais c'est sur un autre sujet que nous souhaitions vous solliciter, votre expérience de la ville de Dubaï. Je précise que vous avez été amené à séjourner longuement au Liban, votre pays natal, au Kurdistan pour intervenir comme urbaniste. Mais c'est sur votre expérience de Dubaï que nous souhaitions recueillir votre témoignage, une expérience de conseiller
auprès du gouvernement municipal de Dubaï. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi consistait ce travail de conseiller? Tout à fait. Donc voilà, merci Sylvain pour cette petite introduction. Donc pendant 8 années, j'ai été le conseiller auprès du gouvernement local de l'Émirat de Dubaï. Donc à savoir que le pays, les Émirats arabes unis, sont constitués de 7 Émirats, dont l'Émirat de Dubaï. Donc ensuite, à chaque Émirat, son gouvernement local. Moi, j'intervenais auprès du gouvernement local de Dubaï en tant que conseiller en matière de développement urbain, d'urbanisme. Et donc, cela couvrait les thématiques de développement de la ville, des questions de mobilité, de logistique, et d'attractivité territoriale aussi, parce que finalement, c'est une ville qui se veut ville mondiale, bien présente sur la scène globale. Et donc, il y avait énormément de travail à faire sur le positionnement de la ville à l'échelle mondiale. Alors, sauf que cette même ville a un patrimoine architectural, urbanistique ancien auquel vous n'avez pas pu vous empêcher de vous intéresser, en portant une attention particulière à deux quartiers précisément, que je vous laisse le soin de présenter en nous disant en quoi ils vous intéressaient, ces quartiers. Parfait. Merci. Je rebondis sur ce que Monsieur le maire vient de dire parce que finalement, on se retrouve, nous partageons un peu ces mêmes enjeux, peu importe le contexte. Donc, au fur et à mesure de ce processus de globalisation, je dirais qu'on s'éloigne du savoir-faire local et c'est dommage. Et ensuite, il faut faire des marches inverses parce que on finit par refaire les efforts pour reconvaincre ou convaincre de ce qui marchait le mieux et donc pour accéder au financement. Donc, et ça, c'est tout à fait dommage. C'est un peu similaire, c'est tout à fait similaire dans le contexte de Dubaï, qui est une ville jeune, une ville récente, sachant que là, la photo qu'on voit, c'est Dubaï juste avant la découverte du pétrole dans les années 1960. Donc, cette photo, elle date de 1955. Donc, finalement, Dubaï, c'est une ville très jeune qui a 60-70 ans et elle s'est mise à se développer d'une façon très moderne, très rapide, en mettant un peu à l'écart son patrimoine, son savoir-faire local. Et finalement, derrière cette façade très moderne d'une ville très médiatique, on retrouve des quartiers, des anciens quartiers, que ça soit des quartiers des années 1930, comme celui qu'on voit dans la photo, mais aussi des quartiers un peu plus modernes, datant des années 70, des années 80, après la découverte du pétrole, donc qui portent un vrai savoir-faire, un vrai savoir-faire local au niveau de la typomorphologie urbaine, donc de la façon dont on construisait les quartiers avec une certaine perméabilité pour assurer la marche, le déplacement, mais aussi pour créer de l'ombre, parce que on reste dans une ville du désert avec des températures en été qui arrivent jusqu'à 48 degrés. Donc, il y avait ce savoir-faire qu'on a perdu au fur et à mesure de la globalisation, de cette importation, si vous voulez, de cet import de modèles occidentaux plutôt nord-américains de la façon de faire la ville. Et donc, et avec ces modèles, on a perdu je l'appellerais plutôt cette performance urbaine qui faisait que le Dubaï des années 60, des années 70, des années 80 était beaucoup plus résilient au niveau de cette performance, et je ne parle pas que de la résilience écologique, mais aussi de la résilience sociale au niveau de la performance du tissu social. Euh, et donc aujourd'hui, faire des marches inverses, on finit par dépenser des millions et de ramener des consultants, des conseillers pour nous dire ce qu'on savait faire il y avait 50 ans et 60 ans. Mais alors, dites-nous comment, avant de commenter l'image qui vient de suivre, dites-nous comment vous gériez l'apparente contradiction entre ce que l'Émirat de Dubaï pouvait être en droit d'attendre du conseiller que vous étiez en termes de développement urbain et votre propre aspiration à faire reconnaître les qualités de performance environnementale et sociale, pour reprendre vos mots, de ces deux quartiers très différents l'un de l'autre d'ailleurs au passage, hein.
Tout à fait, tout à fait. Je peux reprendre les quelques, peut-être les mots de mon directeur de thèse. L'urbanisme se fait dans le temps et dans le temps long, il y a le temps court et le temps moyen. Hmm, hmm, Passé 8 ans auprès du gouvernement et je vous dis, dans la politique publique, on passe énormément de temps à convaincre les gens. hmm, Parfois, hmm, on pense une première idée qui est choquante, mais au fur et à mesure de retravailler la même idée, de la re-raconter de manière différente, on finit par convaincre les gens. Donc, finalement, il y a des bons exemples que moi, personnellement, j'ai pu utiliser, j'ai pu reprendre de cet ancien Dubaï, entre guillemets, si je peux me le permettre, pour venir hmm, les décideurs, les décideurs politiques de l'importance de faire un peu cette démarche en arrière pour venir injecter, si vous voulez, une meilleure performance urbaine dans les nouveaux quartiers. Cette photo précisément, je l'aime bien parce elle met toutes les contradictions dans une seule. D'ailleurs, c'est la photo que je dirais Dubaï aime le plus. En fait, hmm, si vous tapez Dubaï, vous partez sur images, les photos Google, vous allez tomber sur énormément de photos qui ressemblent. C'est là. Qu'est-ce qu'on met en avant? On met un peu tout ce qu'il faut pas faire hmm. au niveau du... Alors, un événement a joué en votre faveur, c'est la crise financière de 2008 qui a finalement stoppé la logique de financiarisation de l'aménagement urbain de Dubaï. Mais je vous laisse le soin de nous dire en quoi précisément. Ça a ralenti, finalement, ça a ralenti parce que il y avait un excédent de capital déjà du pétrole, mais aussi de cette euphorie de financiarisation, de logique de financiarisation du marché immobilier à Dubaï depuis la fin des années 90 jusqu'à la crise financière de 2009. Et finalement, la crise financière de 2009, Dubaï se retrouve avec énormément de dettes à payer à cause de ce modèle de développement. Et donc, finalement, je dirais qu'un des quartiers auquel je m'intéresse, je me suis intéressé, a été sauvé, entre guillemets, par la crise financière parce que ça a fait que, faute de financement, ce quartier des années 70 n'a pas été détruit et remplacé par un nouveau quartier, encore une fois, moderne, je dirais copier-coller d'une autre ville, ville du monde. Mhm, mhm. Alors, comment je précise au passage que vous avez, vous êtes en passe de publier un livre sur les intelligences et les initiatives locales. Ça sera l'occasion de revenir sur cette expérience de Dubaï. Une petite précision, c'est un chapitre dans un bouquin, Ah, un chapitre un livre qui reprend plusieurs histoires et plusieurs expériences de villes du Moyen-Orient sur comment on traite cette question de patrimoine culturel, architectural en tant que patrimoine culturel. Et, euh, et dans mon intervention, je raconte un peu comment Dubaï, elle se veut de son présent, l'héritage du futur mhm, les mots parce que finalement, Dubaï a d'une façon ou d'une autre, pour diverses raisons, invisibilisé certains quartiers du passé, des années, un peu les quartiers que j'évoque, des années 30, 60, 70, parce qu'ils sont pas aussi brillants que ça et veut que ce qu'elle construit aujourd'hui avec toute la philosophie et tout un peu toute cette présentation politique des choses, elle se veut que ces nouveaux quartiers produits actuellement soient l'héritage du futur. Alors que actuellement, dans le présent, il y a des quartiers qui eux-mêmes représentent cet héritage et qui, encore une fois, sont beaucoup plus performants que des quartiers qu'on est en train de sortir de terre actuellement. mhm. Alors, il sera intéressant d'entendre Monsieur le maire réagir parce que ce qui se dessine à travers Dubaï, c'est une ville, une architecture qui inspire beaucoup de villes d'Afrique. On a eu l'occasion de l'évoquer lors de précédents webinaires avec toute leur verticalité et des matériaux qui sont en parfaite contradiction avec les exigences du changement
changement, de la transition écologique. On aura l'occasion d'y venir sans doute, mais auparavant, poursuivons notre tour de table. Merci beaucoup, Samy. Et puis, oui, poursuivons notre tour de table avec Marie Dolce, que je remercie d'avoir, pour sa patience, d'avoir pris le temps d'écouter nos deux premiers panélistes. Mais je vous souhaitais vous solliciter en dernier pour profiter aussi de votre recul. Vous êtes géographe urbaniste, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et en travaillant notamment sur les questions de voirie. Et j'étais intéressé à l'idée de vous faire réagir aux initiatives locales dont on a entendu parler, sachant que vous, quand vous intervenez, c'est pour auprès de collectivités dans une certaine logique verticale, au sens où c'est pour accompagner ces collectivités dans leur démarche de planification urbaine, en mobilisant pour ce besoin des données urbaines. Donc on est dans une approche un peu différente, verticale, je l'ai dit. Néanmoins, comment vous réagissez à ces initiatives locales, Marie Dolce? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et oui, on avait un peu discuté ensemble. Sylvain, avec peut-être l'idée, moi je suis urbaniste et je travaille beaucoup sur des documents de planification urbaine, notamment de la planification réglementaire. Donc là, on est dans le vertical et j'avais, peut-être je déroulerai un peu parce que on avait dit je prendrais le contre-pied parce qu'il y a des raisons et des argumentations pour quand même avoir du vertical. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas en opposition avec les intelligences locales et avec cette horizontalité, et c'est plutôt complémentaire. Et puis, de toute façon, quand j'écoutais Monsieur le maire, quand j'écoutais Monsieur Ibrahim, il y a énormément de choses auxquelles j'adhère tout à fait. Mais du coup, peut-être si je reprends le fil de ce qu'on, très rapidement, de ce qu'on avait échangé. Voilà, bien sûr les intelligences locales, bien sûr le respect des cultures locales et des contextes. Et puis simplement, j'avais déroulé quand même 3 arguments sur quand même cet intérêt, voire cette nécessité à prendre en compte du vertical. Alors, c'est pas le vertical de la financiarisation, il y a beaucoup de vertical, mais c'est autre chose. Et comme vous le disiez, Sylvain, c'est quand même, notamment, on était quand même sur l'axe du changement climatique. Et ça demande quand même une approche de spécialiste et scientifique. Il faut anticiper les impacts du changement climatique, y compris à venir, s'appuyer sur les scénarios du GIEC, il y a un travail de modélisation, et pour mesurer ce risque, ça c'est vertical, il nous faut de la donnée, il nous faut une approche scientifique. Voilà, ça c'était mon premier argument. Et puis ensuite, moi j'ai travaillé un peu sur ces questions, notamment sur les impacts liés au changement climatique en matière de risque d'inondation. Et il y a quelque chose de vertical aussi un petit peu là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une philosophie un peu globale qui est celle de la protection des populations, un principe qu'il faut quand même imposer ou qui s'applique, et qui est de ne pas exposer davantage de populations aux risques aujourd'hui et demain. Et puis dernier point, celui auquel je tiens le plus, qui fait un peu la synthèse, et je pense qu'on est entre urbanistes ici, c'est ça qui est vraiment un grand plaisir. Je trouve que l'urbanisme, c'est quand même, il y a plein de choses pour le résumer, mais on pourrait aussi le présenter en disant, c'est la manière de défendre le bien commun face à des intérêts particuliers. En matière de gestion de l'espace, ces intérêts particuliers, ils se focalisent sur le foncier. C'est vrai partout dans le monde, c'est très vrai en Afrique d'une certaine manière. Et quand même, là aussi, peut-être, il y a un peu de vertical ou de choses qui s'imposent, parce que les intérêts particuliers, c'est la spéculation, c'est la rente. C'est pas forcément critiquable, c'est aussi une manière que les ménages ont d'avoir une gestion en bon père de famille, mais il n'empêche, il y a quand même quelque chose de l'intérêt particulier qui doit aussi surplomber ça. Donc voilà, pour prendre ce contre-pied qui n'est pas du tout en opposition, qui est bien complémentaire.
Et Ben, voilà. en complémentarité, et ce qu'illustre bien le cas un cas qui va nous faire repartir vers le Bénin, le cas de Porto Novo que vous connaissez bien, où vous êtes intervenu. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez pu, dans une démarche très pragmatique, réaliste, Mm. faire de la planification urbaine dans le contexte où la plupart des constructions ne reposent sur aucune autorisation de quelque autorité. Je vous laisse le soin de préciser tout cela. Oui, alors je vais faire vite parce que c'est vrai que là, on rentre dans un exercice de planification réglementaire, hein, comment on dit la loi, la règle sur des parcelles et sur des espaces. Je vais être assez modeste hein, parce que Monsieur le maire m'écoute et bien sûr, il connaît mieux le Bénin que moi. Très Mais un bien. petit zoom, hein, un peu illustratif, voilà, on avait préparé cette illustration. Euh, voilà l'exercice qui est fait. Alors, ça pose beaucoup de questions, hein, on pourra en reparler, mais là, je voulais présenter ça pour montrer comment on essaye de trouver un équilibre et articuler ces données de risque qu'on voit avec la carte de danger à gauche. Hein. On a des zones à risque, elles apparaissent en rouge, d'autres moins, avec des risques plus faibles en orange. Confronter cette donnée-là qui s'applique, qui s'impose un peu, qu'on doit prendre en compte. Et puis, la réglementation qu'on essaye de proposer, qu'on essaye de formaliser dans un plan local. Et simplement, alors quand on rentre dans ce niveau de détail, souvent c'est assez fastidieux et ça demande du temps, donc je vais faire rapide. Mais globalement, il y a deux exemples dans le zonage là, de la réglementation. Par exemple les zones en rouge. Des quartiers déjà occupés, urbanisés, assez denses, et qui pourtant se trouvent en zone à risque. L'étude de vulnérabilité, la connaissance du risque, elle nous dit il ne faut plus d'habitants dans ces secteurs-là, ils sont dangereux. Et ben, la zone rouge, elle est faite de pragmatisme, de réalisme, de prise en compte du contexte, c'est-à-dire qu'on a des dizaines, voire des centaines de ménages qui sont sur ces secteurs. On sait très bien que la commune n'aura pas les moyens de déguerpir et d'indemniser tout le monde. Donc, on invente un zonage où les gens vont rester sur place. Alors, on va essayer de contrôler le fait qu'il n'y ait pas d'extension ni de nouvelles constructions. Toujours ce principe, ne pas augmenter la population soumise à des dangers. Mais voilà un exemple de ce qui s'impose et quand même ce qu'on essaye d'articuler ou enfin avec pragmatisme, réalisme, ce qu'on essaye de faire. Oui, et Sylvain, tu avais on partageait un peu cette référence là qui est là. Moi, je le montre souvent en cours parce que c'est très parlant. Quand on essaye d'organiser les villes, de produire des plans, il y a la réalité, hein, une réalité sans planification, des aires données. Et puis nous, notre boulot, c'est l'image 2. Voilà, le plan qu'on va proposer et c'est une vision vers laquelle on veut tendre. Et évidemment, on n'aboutira jamais à cette vision, mais déjà, si on aboutit à l'image 3, c'est-à-dire on a quand même un peu orienté les choses sans aboutir à la vision idéale, ben, c'est déjà pas mal. Mmh. Et en gros, notamment, c'est vrai chez nous en France, hein, ça c'est sûr. Mais c'est des choses qui sont intéressantes aussi de rappeler dans les villes africaines où les contraintes sont importantes. On crée du règlement, mais il y a à peine 5% des constructions qui passent par un permis de construire parce qu'on est face à des situations où il y a des occupations dans de l'inconstructible, etc. Donc, ce réalisme, ce pragmatisme, oui, oui, c'était une illustration qui permet de l'approcher. C'est toujours une idée un peu difficile à faire passer quand on forme des urbanistes, mais c'est très important. Et voilà, sans le dire sur Porto Novo, en gros, tous les zonages illustraient un petit peu cet effort
ne pas avoir un document de plus dans un placard, mais essayer au maximum d'anticiper sur la mise en œuvre, l'application, parce que c'est ça l'important et c'est ça le vrai défi, quoi. Mhm. Avant d'entendre Monsieur le maire réagir, nous dire dans quelle mesure il se retrouve dans cette démarche certes verticale mais pragmatique et puis réaliste, je laisserai bien sûr Samy Ibrahim le soin aussi de réagir. Précisons que ces jolis dessins que vous nous avez donnés à voir, je le dis même si la source était mentionnée, c'est donc de David Mangin, l'urbaniste, auteur de La ville franchisée, et voilà qui rendait compte de situations auquel il était confronté en France, mais est-ce qu'elle parle à l'élu du Bénin, Monsieur Akpo, pardon. Ok, merci beaucoup, Monsieur Sylvain. Je pense que ce qui a été présenté par rapport à Porto Novo, c'est la situation réelle et ce n'est pas propre à Porto Novo seul, c'est pratiquement toutes les villes du Bénin et comme elle l'a dit, toutes les villes africaines. Et ce qui paraît bizarre un peu dans notre approche, c'est que nous avons des plans, des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme de nos communes. Mais malheureusement, à l'opposé de ce qui se passe dans les pays européens, c'est que les villes évoluent de façon incontrôlée. C'est-à-dire, contrairement à ce que prévoit le plan, les gens peuvent quitter les zones agricoles, oui, les zones urbaines pour aller construire dans les zones agricoles, les gens peuvent quitter les zones agricoles pour venir faire de l'industrie là où ça ne doit pas être. Et puis, ce n'est pas très, très bien réglementé. C'est vrai, des efforts sont en train d'être faits au niveau des grandes villes, mais de façon générale, on ne sent pas encore le respect des plans d'urbanisme, des schémas directeurs qui sont en train d'être promus au niveau des communes. Je pense que il y a encore du travail à faire sur ce plan-là. Et quand tu prends des villes, les villes intermédiaires, des efforts se font en matière de remembrement urbain, de lotissement, où on fait des réserves pour dire ça là, on va faire reboisement ici, ce serait des espaces sociaux communautaires, mais ce n'est pas encore vraiment rigide. On peut déplacer les limites facilement sans aller à des niveaux supérieurs. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'aller au gouvernement, d'aller à l'Assemblée avant de changer certaines limites, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, je pense qu'on doit revoir complètement cette approche qui se pratique chez nous aujourd'hui. Sinon, toutes les zones seront occupées. On n'aura même pas de terres agricoles purement, on n'aura même pas les zones industrielles, donc rien, aucune vocation pour chaque zone. Ça existe dans les plans, mais sur le terrain, tu vois, c'est exactement un contraste. Donc voilà un peu le Bon. premier commentaire que je voulais faire. Oui, avant d'entendre Samy Ibrahim répondre également à la question que j'avais soulevée sur le risque de l'attractivité de ce modèle de Dubaï à travers le monde et notamment des villes africaines, on a pu le mesurer lors de précédents webinaires. Question que je relance, d'autant plus qu'un webinaire vous invite, Samy, à élargir, à procéder à une analyse comparative de Dubaï avec deux ou trois villes d'Afrique. Donc ça justifie pleinement mon interrogation. Mais auparavant, Monsieur le maire, encore une question, dans quelle mesure la Maison du Climat pourrait être un lieu d'échange sur justement les problématiques de planification urbaine dans les villes de votre pays? Oui, merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans ma première intervention, la Maison du Climat a entre autres vocation de pouvoir former et d'échanger avec les différents acteurs du développement local, que sont d'abord les élus communaux et surtout les agents territoriaux et les jeunes qui sont dans nos universités et qui sont en train de vouloir s'engager dans cette problématique. Cela voudra donc dire que à travers la Maison du Climat, nous allons faire la promotion d'une nouvelle vision en ce qui concerne l'habitat, par exemple, en ce qui concerne l'environnement, et en ce qui concerne la position des populations même par rapport à la gestion des déchets solides, des déchets des ordures ménagères. Samy Ibrahim, peut-être voilà, réaction et réponse à cette question que j'avais évoquée tout à l'heure. Je préfère peut-être commencer par répondre à la question. Donc, dans le cadre de mes travaux de recherche, j'ai procédé à faire une comparaison
une comparaison entre Dubaï et quelques villes africaines, principalement du nord de l'Afrique, et je vais préciser tout pourquoi. Parce que finalement ce qu'on appelle le modèle de Dubaï n'est pas tout à fait un modèle, ça reste quelque chose qui a été importé et ensuite refait un peu à la sauce locale. Mais à partir d'un certain moment de l'histoire, Dubaï voulait aussi s'exporter et exporter son modèle, entre guillemets, si on se permet de l'appeler un modèle, mais dans un contexte très spécifique, surtout après le printemps arabe, dans une manière ou d'une manière de supporter ou de amener un support financier à quelques régimes politiques de pays arabes via la promotion immobilière, via le développement immobilier. Et donc, moi, je me suis intéressé, dans le cadre de mes recherches, à comparer si ce que j'appelle la greffe, un peu ce copier-coller du modèle de Dubaï a pris, principalement en Égypte, au Caire, mais en Tunisie, au Maroc, ainsi de suite, donc quelques villes et pays du nord de l'Afrique. Et finalement, la première conclusion, c'est que ça n'a pas pris, parce qu'il y a des spécificités locales à laquelle ce copier-coller n'a pas pris en compte, n'a pas pris en considération. Et donc, le modèle de Dubaï reste dans un premier temps un modèle très spécifique au contexte local de Dubaï et peut-être quelques villes à côté, dans les Émirats, comme Abu Dhabi, quelques villes peut-être en Arabie Saoudite, qui est un peu plus différente, et peut-être au Qatar aussi, à Doha au Qatar, mais pas au-delà que ça. Finalement, parce qu'il y a une réalité des choses qu'on n'a pas pris en compte en essayant d'exporter ce modèle. Donc, ensuite, oui, élargir un peu ce cercle de comparaison, pourquoi pas, c'est toujours intéressant. Mais ensuite, il faut faire un peu attention au niveau de la méthodologie, qu'est-ce qu'on compare, ainsi de suite. Bon, c'est pas ça le sujet. Par contre, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que Marie a présenté parce que on a tendance à considérer Dubaï, là j'élargis un tout petit peu, Dubaï, Abu Dhabi, Riyad en Arabie et Doha au Qatar, un peu comme des villes du Nord, alors qu'il n'y a qu'un seul critère qui colle, entre guillemets, c'est le PIB, c'est le PIB parce que c'est des villes riches. Par contre, au niveau de la performance, au niveau de comment ces villes fonctionnent, on est plutôt dans une logique des villes du Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est dans un mécanisme de développement urbain qui reste anarchique. À la limite, il y a un fort manque de documents de planification. Donc, un peu cet urbanisme réglementaire n'est pas tout à fait présent. On ne sait pas comment on s'y prend. Et du coup, par rapport au cas d'étude que Marie a présenté, ça résonne très fort avec le contexte dubaïote, parce que dans une ville du désert, on pense qu'avec le changement climatique, ça va devenir plus chaud, oui, c'est vrai. Là, je pense cette année, on a déjà dépassé les 50 degrés pour la première fois de l'histoire à Dubaï. Donc, on a été à 51 degrés même avant le début de la saison chaude de l'été. Mais finalement, avec le changement climatique, on voit aussi que, il y a des pluies torrentielles et donc, il y a des cours d'eau, des wadis, ce qu'on appelle des wadis, donc des cours d'eau qui réapparaissent et qu'on a complètement mis de côté au fur et à mesure de ce jeu de planification. Donc, on a fini par construire, on a fini par développer euh, un tas de choses, de logements, de zones d'activité, de zones d'industrie dans des zones inondables qu'on pensait qu'elles ne l'étaient pas. Et, mais ensuite, il y a aussi des effets qui ont été induits par l'activité humaine, qui sont venus aggraver les choses. Et donc, oui, développer la résilience, ça reste un peu le grand chapeau. Mais le même exercice qu'on se prête à faire dans une ville de 40-50 000 habitants, est toujours nécessaire dans une ville qui est devenue une ville de 3 millions d'habitants, encore plus complexe, et comment limiter les extensions urbaines, ainsi de suite. Donc, c'est d'actualité à Dubaï, ailleurs, peu importe le contexte, on parle des mêmes enjeux. Mhm.
Marie, bien évidemment, je vous laisse réagir à ce que vient de dire Sami Ibrahim, en espérant que voilà, la connexion sera rétablie avec Monsieur Akpo. Mais permettez-moi, dans la foulée, d'introduire cette autre question. Est-ce que vous avez le sentiment, Marie, dans les villes où vous intervenez, principalement en Afrique de l'Ouest, hein, rappelons-le, vous avez le sentiment que le contexte de changement climatique change la donne quant à la perception de l'importance de la planification urbaine, de la mobilisation de données urbaines, au-delà de la promotion d'initiatives locales comme celle évoquée par M. Akpo. Mais je vous laisse répondre, y compris peut-être et d'abord à ce que vient de dire Sami. Oui, ben pour commencer pour réagir à ce que vient de dire Samy, alors moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est des géographies que je connais pas. Et puis la question de la financiarisation de la ville, c'est quand même un sujet que je trouve particulièrement important, auquel on est très fragile et très faible hein, pour faire face à ces énormes processus. Mais je pense que les urbanistes ont quand même leur part à jouer en termes de régulation et ça peut être quand même un petit canal intéressant et notamment les politiques publiques locales et les plans d'urbanisme. C'est une manière voilà, d'avoir un vertical de bien commun qui s'impose à un vertical un peu plus spéculatif. Quoi. Donc du coup, ça m'intéresse beaucoup. Je souris aussi, ou en tout cas, ça m'intéresse quand vous dites que c'est aussi des villes du Sud, ces villes du Golfe. Ça, c'est intéressant, je ne le mesurais pas. Et peut-être ça me permet de ça fait écho à peut-être quelque chose qui du coup est un peu différent, qui se pose de manière différente en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que j'avais noté, moi, que je voulais dire. On n'en est pas à la conclusion, mais je l'avais noté. Surtout ces questions de documents, de planification urbaine, de politique publique locale, en fait. Hein. Euh, le travail de l'urbaniste, comme le mien, qui produit des plans, finalement, ça, c'est facile et c'est un peu anecdotique. Et le vrai enjeu, c'est de tenir dans le temps. Quand on a produit un plan, en fait, tout commence. Parce qu'après le boulot, il reste à faire. Monsieur le maire est revenu. Je suis sûre que peut-être ça fera écho. Parce qu'après, il faut sensibiliser, il faut concerter, il faut contrôler l'occupation, tout simplement. Il faut baliser sur le terrain pour indiquer que c'est inconstructible. Et puis, rêvons, s'il y a plus de permis de construire qui sont déposés, bah, faut les instruire. Donc, du coup, le boulot, il commence là. Et je trouve que le problème avec ces exercices de documents, c'est que souvent, le financement pour les produire, il se fait dans le cadre de programmes de bailleurs, souvent, et qu'une fois que le programme est fini, on a fait notre plan, mais le programme, il s'arrête. Et finalement, alors que tout commence, les financements, les moyens s'arrêtent. Et du coup, je suis sûre que ça parlera quand même à des maires. On est dans le monde des collectivités locales. Et en fait, c'est là que ça se joue dans les services, dans les moyens, dans la durée. Voilà. C'est un peu peut-être différent, ou ça se pose de manière différente à Dubaï, où quand même il y a de l'argent. Et le problème, c'est que c'est un manque de moyens qu'il y a en Afrique. Voilà. Écoutons donc comment réagit Monsieur le maire. Il me semble que ce que vous venez de dire, Marie Dolce, milite pour la question que je posais et qui revenait à interroger Monsieur le maire sur la possibilité pour la Maison du Climat de capitaliser sur ces expériences de planification urbaine. Monsieur Akpo, puisque vous êtes de nouveau avec nous grâce à la magie de la technique, ou plus exactement de William, on vous écoute peut-être sur ce point-là? Alors, la connexion n'était pas finalement si rétablie que ça. Oui, c'est le micro. Ah, c'est le micro. Monsieur le maire, est-ce que vous nous entendez? C'est votre micro qui… Oui, c'est bon. Voilà, parfait. On vous écoute. Ok, c'est vrai, je n'ai pas suivi la dernière partie, mais je pense que on pourra continuer. Madame Dolce Oui, soulignait le fait que la planification urbaine ne s'arrêtait pas. Hein. Vous me corrigez, Marie, si je réduis trop vos propos, mais la planification ne se réduit pas à la production de documents. Encore faut-il les exactement, oui. analyser, en assurer le suivi, le contrôle, etc.
Hmm. Je pense que j'ai suivi tout à l'heure, au début, le nom d'un expert urbaniste du Bénin, Luc Nyakadia, qui est avec vous. Et je pense qu'il fait déjà beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et je crois que c'est déjà un pas que nous avons commencé par avoir les documents. Le second pas maintenant sera comment faire pour respecter ce que prévoient ces documents-là. Il faut aussi voir la qualité de ces documents qui sont élaborés. Donc, ce qui est évident, ce qui serait important de faire à partir de cette initiative de la Maison du Climat, c'est peut-être de faire le point des communes qui disposent déjà de ces documents, et de faire l'évaluation, comment ces plans-là ont été mis en œuvre, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées, qu'est-ce que nous devons faire pour que, à l'avenir, ces plans ou bien ces schémas directeurs soient effectivement respectés en matière d'urbanisme et pour contribuer à mieux gérer les questions liées au changement climatique. Je pense que c'est en allant dans ce sens-là que nous pourrons, à partir de là, proposer maintenant des actions fortes en allant vers le législatif pour dire, dès que le plan est établi, il faudrait qu'il y ait un aspect juridique pour dire, le plan est élaboré, bien sûr, d'accord, c'est un pas, mais il faudrait que le plan soit mis en œuvre et que le plan ne soit pas déposé dans les casiers et poussiéreux de cette manière-là. Il faudrait qu'à partir du moment où le plan est élaboré, un peu comme les plans de développement communaux, que nous puissions comment pas les mettre en œuvre en suivant ce que prévoit le plan, voir les difficultés, faire des ajustements s'il le faut, mais en respectant également les procédures pour les ajustements pour que les zones ne soient pas facilement déclassées ou une zone industrielle soit devienne une zone agricole ou bien une zone agricole devienne une zone habitée. Donc je pense que il faut maintenant des normes plus fortes pour contraindre à la mise en œuvre de ces plans et également réaliser les plans de façon à ce que ces plans-là répondent aux aspirations des populations. Donc voilà un peu ce que je vais dire sur ce que disait Alors, tout à l'heure. Oui. dans le prolongement, une interrogation à laquelle pourront réagir bien sûr Marie Dols et Sami Ibrahim, c'est de savoir encore une fois si le changement climatique ne change pas la donne dans la perception de ces outils de planification urbaine, au sens où, et on l'a vu à travers l'exemple de Porto Novo, ça se traduit précisément, ça repose sur des thématiques précises, dans le cas de Porto Novo, des risques de vulnérabilité liés à l'inondation, donc des choses qui parlent à la population et qui sont donc susceptibles de la mobiliser autour de ce processus d'élaboration de plans urbains. Si vous voyez le sens mon interrogation, je vois que Marie opine du chef. Si vous voulez réagir, et nous entendrons bien sûr Monsieur le maire et puis Sami Ibrahim. Bah, peut-être en deux mots, hein, mais moi, ce qui m'avait marqué à Porto Novo, et j'avais observé aussi au Burkina quelques années auparavant, j'avais trouvé que les populations, hein, monsieur tout le monde, étaient particulièrement au fait des impacts et de l'évolution du changement climatique, peut-être plus que chez nous, parce que peut-être les impacts arrivaient plus vite, je ne sais pas. Mais par exemple, à Porto Novo, et justement sur ces questions agricoles, on avait participé à des ateliers et j'avais observé, moi, des ateliers où les agriculteurs locaux s'exprimaient et ils étaient déjà très au fait des impacts, des enjeux et des pistes pour pouvoir s'adapter. Donc, en fait, ça m'avait marqué parce qu'il n'y avait pas, l'enjeu n'était pas là. Ensuite, l'enjeu, si on revient sur ces questions d'urbanisme, de régulation, de l'occupation de l'espace, c'est sûr que c'est là où on voit qu'on peut avoir des populations qui sont sensibilisées, qui ont des choses à dire, qui ont déjà une expertise, mais finalement c'est fragile face à d'autres mouvements de spéculation foncière, de pression urbaine, etc. Mais alors c'est sûrement pas vrai partout. Mais alors pour le coup, je trouve que je peux noter, c'est ce que j'avais noté moi à Porto Novo. Et on Plutôt en imagine que avance sur nous. On imagine que dans les quartiers étudiés par Sameh Ibrahim, il y a aussi la dimension mémorielle des populations qui existent dans ces quartiers de longue date et qui sont en capacité de témoigner de ces bienfaits en termes de performance sociale et environnementale. Vous pourrez réagir, mais auparavant, Monsieur le maire, je vois que vous aviez d'ailleurs demandé la parole Oui, dans une démarche participative très louable. Bravo. merci beaucoup. Je pense que pour ajouter, compléter à ce que vient de dire tout à l'heure Madame Marie, dans la ville de Porto-Novo aujourd'hui, depuis, disons, environ 5 ans, les infrastructures routières qui se construisent sont souvent accompagnées de reboisement urbain. C'est-à-dire les principales routes qui traversent la ville aujourd'hui sont reboisées.
Et on sent que ce n'est pas seulement un reboisement, mais ça se fait et puis ça s'entretient. Et ces arbres qu'on ne connaît pas donner une autre allure à la ville qu'est Porto-Novo, la ville capitale. En dehors de ça, il y a quelque chose qui ne passe pas inaperçu également à Porto-Novo. Et quand tu vas à Porto-Novo, il y a un grand centre agroécologique qu'on appelle Centre Songhai, qui fait la promotion aussi, je dirais, de l'écotourisme. Ils sont installés un peu dans le domaine agricole, mais tout est pratiquement fait à base du biologique. C'est-à-dire, on utilise le moins possible d'intrants chimiques. Et ça, là, c'est un label pour le Bénin. Et ça se duplique petit à petit dans certaines villes du pays. Donc, c'est un label qui est vraiment, qui a pris corps à partir de Porto-Novo. Et c'est en plein cœur de la ville. Donc, ça fait près de plus de 50 hectares, hein, son gars de Porto-Novo, en plein cœur de la ville. Et là, les jeunes vont se former afin d'aller dans leur commune pour pouvoir dupliquer. Donc, voilà ce que je voulais compléter quand on parle de Porto-Novo aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Samy, avant de vous laisser réagir, nourrir la discussion, je précise que notre étudiant Singh non bordanais a la gentillesse de rester, de suivre ce webinaire et il s'est même fendu d'une interrogation qui vous est destinée et qui milite, qui vous invite à élargir vraiment le spectre de l'approche comparative aux villes d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord. Donc, je pense que vous allez prendre contact l'un l'autre pour poursuivre cette réflexion. Mais en attendant, on vous écoute sur ce que vous souhaitiez partager par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'il est, là, on vient de passer, on vient de passer au lieu de, on a commencé à parler au niveau on discutait des plans, et là, on commence à parler des personnes, des hommes avec un grand H, des femmes, des personnes qui sont derrière. Hmm. Ça, c'est très intéressant parce que finalement, et je pense que c'est d'où l'intérêt de renforcer les capacités techniques locales, d'où l'intérêt de capitaliser sur les expériences passées. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je l'ai vécu à Dubaï. Euh, le dernier plan d'urbanisme, le dernier document d'urbanisme euh, qui a été fait localement, entre guillemets, si je me permets de dire localement, c'était en 1985. Et donc, c'était un plan déjà, donc un document qui est rédigé en arabe, donc qui parle à tout le monde. Mais ensuite, avec l'arrivée des grandes boîtes d'ingénierie, principalement nord-américaines, on a commencé à produire, donc c'est des experts qui viennent passer un peu de temps sur place, produire des rapports en anglais, et ensuite disparaissent, et le plan finit par bien dormir dans un carton. Alors que dans ces anciens plans euh, qui étaient rédigés en arabe, on parlait même de trame verte, alors qu'on est dans le désert, une trame verte, c'est les espaces ouverts, Hmm. c'est l'espace naturel. Je ne sais pas spécifiquement la trame verte, comment on la comprend en Europe, comment on l'interprète en Europe. Donc, ça veut dire qu'il y avait un vrai savoir-faire, de vraies capacités locales qui étaient mises en œuvre dans la production de ces plans. Et donc, il y a 20 ans de l'histoire de Dubaï, euh, que ce savoir-faire a complètement disparu. Hmm. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une génération qui a été formée, qui a été fait faire ses études, que ce soit à Londres, aux États-Unis, ainsi de suite, principalement dans des pays anglophones, vu que la langue dominante est l'anglais, et donc qui a perdu le lien avec le savoir-faire local, mais qui est revenu avec une image de la ville très occidentale, très nord-américaine, et donc il y a eu cette rupture avec le contexte local dans la façon dont on a produit la ville pendant 20 ans. Hmm. Dans le dernier plan auquel moi j'ai participé, le Dubaï 2040, on a essayé de faire ce retour, ce pas en arrière pour ramener la nature en ville, pour ramener plein d'éléments de vulnérabilité, comment on les intègre dans la façon de faire les plans, pour encore une fois avoir une meilleure performance, non seulement au niveau environnemental, mais aussi au niveau social, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans le cas de Dubaï, la population locale, la population émirati, ne constitue que 10% de la population et 90% de la population, aussi une population expatriée. Donc la population locale avait aussi besoin de retrouver les liens sociaux
dans les quartiers, mais aussi la manière de vivre à l'ancienne, dans la manière où on peut sortir de chez soi, traverser la route pour être chez le voisin, chez la tante, chez l'oncle, ainsi de suite. Euh, et voilà, donc, Merci. Merci infiniment parce que on pourrait presque conclure et je vous laisserai tous les trois réagir très, très, très brièvement sur ce que vous venez de m'inspirer à l'instant et nous écouterons ensuite Jeannot Melchior Kadja se livrer à l'exercice de la synthèse. Mais à vous entendre, on mesure l'enjeu que constitue du coup le prolongement de toutes ces réflexions dans le cadre des formations auxquelles vous participez, vous, Samy, Ibrahim, mais également vous, Marie Dolce. Je crois que vous intervenez dans différents établissements d'enseignement supérieur. Et donc, l'enjeu de la formation pour sensibiliser les nouvelles promotions, les nouvelles générations, à l'importance d'avoir le regard tourné vers l'avenir, mais aussi vers le passé, de faire un travail sur les archives, etc. Mais je vous vois opiner du chef Samy, je prends ça pour une réponse. Marie Dolce en un mot, et puis peut-être le mot de la fin provisoire à Monsieur Akpo. Oui, en un mot, moi je vois bien je trouve que nos trois interventions, il y a un fil rouge. Bon, bah, pour le dire rapidement, hein, parce que c'est vrai avec la Maison du Climat, avec ce que disait Samy, c'est vraiment l'importance, je vais le faire rapide, hein, de la formation, effectivement, des urbanistes, mais aussi de la technicité ou en tout cas des ressources humaines dans les services communaux. Et je sais que certainement je plaide pour des convaincus puisqu'on est dans le réseau de la IMF, mais globalement, moi, je crois, ce sur quoi je voulais conclure, donc c'est très bien et ça me permet de le faire rapidement. Merci beaucoup, Marie. Dolce, vous voyez, je m'en tiens à votre prénom à ce stade. Voilà. Monsieur Akpo. Ok, merci beaucoup, Monsieur Sylvain. Je pense que c'est une bonne opportunité que nous venons d'échanger actuellement. Je trouve que la Maison du Climat du Bénin, c'est une grande opportunité pour les communes béninoises pour une meilleure visibilité en matière des actions ou bien des initiatives qui sont prises au niveau des communes pour, pour les changements climatiques. En dehors de ça, je pense également que nous devons garder à l'esprit qu'avant la naissance de la Maison du Climat, il y avait des structures traditionnelles qui intervenaient déjà en matière de changement climatique. Je veux parler du ministère du cadre de vie et du changement climatique au Bénin. Je veux parler de la Direction générale des forêts. Je veux parler de la Direction générale de l'environnement et du climat. Donc, toutes ces institutions-là, nous devons, même avec les universités également, nous devons rester accolés à ces institutions pour que chacun puisse apporter sa partition dans une certaine cohésion pour le développement du pays et surtout pour la maîtrise des changements climatiques. Je pense également que c'est aussi un pôle d'experts qui sera mis à disposition des communes pour pouvoir beaucoup plus capter les financements aussi bien sur le plan national que sur le plan international en matière de climat. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Je vous remercie tous les trois de m'avoir, en tout cas à titre personnel, procuré la sensation que ce webinaire de l'urbanisme en francophonie, c'est finalement peut-être pas une maison du climat, mais une maison tout court qui accueille des personnes d'horizons très différents et qui, comme on l'espère, ont envie de poursuivre la discussion au-delà et de travailler ensemble pour la bonne cause, à savoir l'adaptation au changement climatique. Merci à tous les trois. Sans plus tarder, je passe le bâton à parole à Jeannot Melchior Kadja, que j'ai plaisir de retrouver à cette occasion. Vous aviez participé à la saison 5 de notre cycle. Jeannot Melchior Kadja, vous êtes doctorant en développement urbain durable, consultant en urbanisme au Bénin, donc le Bénin qui a été particulièrement mis à l'honneur aujourd'hui. On vous écoute. Bonjour à tous, merci pour la parole accordée. C'était un plaisir pour moi de prendre part à ce webinaire très très intéressant par ailleurs sur le thème mobiliser les intelligences locales, un défi pour le 21e siècle. Donc, ce webinaire a été organisé dans le cadre de la remarque faite de la tendance à l'uniformisation des pratiques, des politiques et des solutions aux réalités urbaines. Donc, le webinaire réunit des professionnels, des chercheurs, des décideurs dont les activités au quotidien sont liées à cette réalité pour partager leur point de vue sur les défis de la mobilisation des intelligences locales au XXIe siècle, qui est d'ailleurs l'un des siècles les plus globalisés que le monde ait connu. Donc,
En premier lieu, nous avons eu une présentation du poster sur la réflexion sur le devenir de la ville de N'Djamena au Tchad, en Afrique centrale, à l'horizon 2050, par Sengnon Boudane Patouki, François Théadoum Naringé, Blondel Astrom et Mademoiselle Yaogo Estelle, qui ont noté en réalité une tendance de dégradation continue du couvert végétal et de l'accroissement de la température dans la ville étudiée, et qui ont lié cette situation donc à une évolution rapide du cadre bâti, sans initiative réellement de préservation du couvert végétal et de maintien de la température. À la suite, nous avons eu l'honneur d'entendre le docteur Ibidon Firmin Akbo, maire de la commune de Ouessé, président de la commission agriculture, foncier et aménagement du territoire, environnement et changement climatique AFATEC, de l'Association nationale des communes du Bénin, en abrégé ANCB. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'intervention de Monsieur le maire, c'est que il y a l'initiative dénommée la Maison du Climat, initiative donc lancée par l'Association nationale des communes du Bénin, qui est une initiative tendant à être une inspiration pour toutes les communes du Bénin, qui cherche à faire la promotion des matériaux locaux, à être une vitrine donc d'initiatives pouvant permettre de capter des financements au niveau local et au niveau régional à l'international également, former des agents communaux, des jeunes étudiants aux enjeux donc du changement climatique et les amener à être force de proposition. Cette maison du climat a aussi pour ambition de faire de la documentation des informations liées au climat au niveau des différentes communes. Monsieur le maire a également rappelé qu'il faut, pour les différentes communes du Bénin, et il faut penser également cela au niveau des autres communes qui ne sont pas forcément du Bénin, au plan communaux d'adaptation au changement climatique, où parfois il faut penser forcément à l'énergie propre. Nous avons vu l'initiative des charbons écologiques destiné donc à réduire la pression sur les ressources, à réduire la pression sur le couvert végétal. Les communes doivent prévoir dans les différents lotissements, ça c'est un exemple donné dans le cas du Bénin, les communes doivent prévoir dans les opérations de lotissement, de remembrement, de restructuration aussi, il faut le penser, à des zones de reboisement destinées donc à créer de petites poches à l'intérieur des villes pour être des zones de fraîcheur, disons cela comme ça. Des pépinières également urbaines ont été proposées pour être source de provenance donc des plants destinés à la végétalisation des différents espaces publics dans nos communes, dans nos villes. Monsieur Sami Ibrahim, urbaniste, donc spécialiste de la planification stratégique, de la gouvernance urbaine et des dynamiques transnationales, avec plus de 17 ans d'expérience en consultance et de conseil intergouvernemental, expérience en urbanisme cyclable et en mobilité active, nous a permis de voir un peu plus ce qui se déroule dans le Golfe. Expliquer que l'on s'est beaucoup éloigné au fil des années du savoir-faire au niveau local, avec donc l'arrivée ou plutôt le pas pris par la globalisation. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de faire des efforts pour convaincre, ou plutôt pour reconvaincre les uns et les autres, aussi bien les destinataires des projets que les élus locaux, sur ce qui marche réellement en matière de planification ou de projets urbains qui sont généralement liés au savoir-faire au niveau local. On a constaté au fil des années donc la disparition de la ville initiale montrée ici sur notre écran, la disparition plutôt, il faut le dire comme cela, de la ville initiale qui portait le savoir-faire de la ville où il y avait un savoir-faire local qui permettait la production d'ombre, par exemple en milieu urbain. Mais aujourd'hui, ces connaissances-là ont plus ou moins disparu au profit donc de modèles exportés de l'Amérique du Nord. Convaincre donc de la pertinence des idées lorsqu'il y a des modèles presque normés au niveau mondial est plus ou moins difficile et demande parfois plus de temps aux techniciens, aux professionnels que le temps pris pour proposer les projets. L'expérience de Dubaï montre que les difficultés peuvent être un avantage pour
la préservation donc de nos savoir-faire. L'exemple donc de la crise financière qui a permis donc de limiter les impacts de certains projets qui étaient destinés plus ou moins à faire disparaître des anciens quartiers. Il faut dire que ces zones-là sont aujourd'hui restées quand même des témoins, plutôt un héritage, des patrimoines témoins donc des modes d'habiter du Mayotte. Le modèle de Dubaï a eu beaucoup de difficultés, ou plutôt a aussi aujourd'hui beaucoup de difficultés à s'exporter au-delà des frontières de Dubaï. Il a souligné à la suite qu'il faut aujourd'hui un renforcement de capacités techniques locales et aussi à faire référence au fait que les populations, ou plutôt les cadres qui ont eu à faire un cursus hors des pays, reviennent avec des propositions qui valorisent très peu les réalités locales. Madame Marie-Dols, avec plus de 25 ans d'expérience en tant que géographe urbaniste, pilote aujourd'hui des études territoriales, des missions de conseil auprès des décideurs locaux en matière de planification urbaine et de mobilité, de renforcement des services publics locaux en France et en Afrique de l'Ouest. Elle nous a parlé brièvement de l'expérience de Porto Novo, où l'on a remarqué d'ailleurs qu'il faut faire un urbanisme réaliste. Parce qu'après avoir identifié les différentes zones à risque, l'on constate que sur certaines zones à risque, il y avait beaucoup de familles, une multitude donc de personnes qui habitaient dans ces zones-là. Il était difficile par rapport aux réalités administratives, financières de la commune de déguerpir, excusez-moi l'expression, toute cette population pour, euh, pour les positionner dans une autre partie de la ville. D'autres initiatives, ou plutôt d'autres propositions ont donc été faites de maintenir ces populations-là, tout en évitant quand même un, un nombre plus important d'habitants dans cette zone-là. Elle a aussi parlé donc du besoin de respect des intelligences locales. Elle a aussi parlé de la verticalité des différentes réflexions, des différentes approches, parfois qu'elles soient philosophiques ou à réaliser. Un autre élément est que les documents de planification qui sont généralement proposés à travers dans les villes, que ce soit pour le cas de l'Afrique de l'Ouest ou pour le cas du Golfe, sont des documents qu'il y a beaucoup de difficultés à mettre en œuvre. Et pour cela, il faut penser aujourd'hui fortement à comment est-ce que l'on adapte nos réalités, ou plutôt les intelligences locales, aux documents de planification urbaine. En conclusion, les populations locales vivant sur les territoires, souvent étudiés par des urbanistes de courte durée, ont évolué et ont adapté au fil des années, des siècles, des habitudes pour répondre non seulement aux défis rencontrés, mais surtout à leurs besoins. La recherche de solutions, donc, rendant nos villes résilientes, doit forcément passer par ces habitants-là. C'est d'ailleurs au regard de ces réalités que la charte d'Athènes est largement, le principe plutôt de l'urbanisme d'espèce proposé par la charte d'Athènes est largement remis en cause. Cela ne signifie pas que l'on n'a pas besoin d'experts pour faire les villes. Madame Marie-Dols le soulignait tout à l'heure, parfois pour travailler, l'on a besoin de techniciens pour comprendre les données, pour collecter les données, pour traiter ces données avant de proposer des solutions. Différents projets sont issus donc de l'intelligence locale. Or, donc, les propositions qui ont été faites par nos différents intervenants, je voulais mettre le point sur quelques éléments qui peuvent être suffisamment pertinents pour voir comment est-ce que l'intelligence locale peut permettre de répondre aux problèmes urbains. L'exemple de 2001 au Sahel pour la préservation de l'environnement, c'est une technique utilisée pour la rétention d'eau, pour la restauration donc des terres dégradées dans le Sahel. Fresh Direct au Nigeria, agriculture urbaine, donc, qui propose des fermes en conteneurs empilables donc pour la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes en milieu urbain. La ville de Lagos, plus spécifiquement. Les émigrants, les boda boda, les baka, les matatus, qui sont des transports artisanaux, en tout cas dits artisanaux, qui répondent à un besoin de transport de la population en l'absence donc d'un système public plus ou moins fonctionnel.
Monsieur le maire est revenu sur une initiative au Bénin, le centre Songhai de Porto Novo, qui fait dans l'agroécologie et dans l'écotourisme. Un autre élément très important à mes yeux est ce qu'on appelle les tontines communautaires, qui sont parfois destinées à l'autoconstruction. Là, on voit par exemple au Sénégal à Dakar, au Burkina Faso à Ouagadougou plus spécifiquement, des familles qui sont intégrées dans ces tontines-là, qui reçoivent par période de l'argent pour faire la réfection de leur domicile, pour construire carrément, parce que le système officiel de prêt ne permet pas à ces familles qui n'ont pas de ressources stables, qui n'ont pas suffisamment d'argent en compte, d'avoir des prêts officiels auprès des banques. Donc, voilà en résumé les éléments sur lesquels nous avons travaillé, ou plutôt nous avons eu à faire ce webinaire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et nous aurons l'occasion donc d'échanger sur ces différents sujets. Merci. Merci beaucoup, Jeannot Melchior Kadja, pour cette performance. Et sans plus tarder, je donne le bâton à parole à Adama pour qu'elle nous informe de la suite de notre cycle de webinaires. Voilà, donc, merci beaucoup, Melchior, pour cette synthèse très complète qui restitue avec justesse et clarté les interventions de nos trois panélistes qui nous ont proposé des pistes de réflexion pour penser la ville d'aujourd'hui et de demain à travers des solutions concrètes au plus près des territoires qui tiennent compte des exigences liées au changement climatique. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire Firmin Akpo, Madame Marie Dols et Monsieur Sabir Ibrahim pour votre disponibilité et la richesse de vos témoignages. Et enfin, merci à toutes et à tous les participants. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui, le lien du replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site Urbanisme en francophonie. Et nous nous retrouverons le 8 juillet prochain à la même heure, de 12h30 à 13h45, pour le prochain webinaire qui s'intitule Face au changement climatique, controverse sur les modèles de ville durables. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, oui, merci beaucoup. Merci, à bientôt.